Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Merci également pour la coordination de cet ouvrage. Donc, aujourd'hui, comme on vous l'a annoncé, je vais vous parler des enjeux de collecte de la parole des enfants gravement malades dans le cas de la cancérologie pédiatrique. Alors, juste quelques éléments pour que vous compreniez de quel point de vue je parle aujourd'hui, mais c'était aussi ma position au moment de l'enquête. J'ai une double affiliation avec d'un côté une affiliation universitaire, on va dire classique, et de l'autre, je suis intégré directement dans un hôpital, dans un centre de lutte contre le cancer qui s'appelle le centre Léon Béra. Et donc, les projets de recherche qu'on mène sont faits avec cet ancrage direct au sein de l'hôpital. Deuxième élément préliminaire aussi pour préciser que ce chapitre a été écrit avec une collègue, Solène Karoff, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Alors, pour cette présentation, je vais un petit peu procéder en entonnoir. Tout d'abord, je vais commencer avec des éléments alors, qui sont un petit peu à côté du cœur de ma présentation, mais qui sont quand même pour vous donner quelques cadrages sur l'oncologie pédiatrique et plus particulièrement le développement de la médecine génomique. Mais vous verrez que ces éléments permettent de reconsidérer la place de la parole des enfants et donc de leur place dans les enquêtes en sciences humaines et sociales. Donc, il me semble que c'est un point d'entrée qui est important. Ensuite, je vais vous présenter notre dispositif d'enquête qui a cette particularité, et je reviendrai là-dessus parce qu'il me semble que c'est un point important, qui n'était pas une enquête dédiée aux enfants. En fait, c'était une étude plus large que je vous présenterai rapidement sur l'accès aux innovations thérapeutiques en oncologie pédiatrique. Et dedans, on a décidé de développer un volet d'enquête sur les enfants. Et donc, à partir de là, je vais vous montrer un petit peu comment on a envisagé le travail préparatoire pour cette enquête, mais également ensuite comment on l'a mise en place concrètement en essayant de vous montrer aussi les écueils qu'on a rencontrés dans cette enquête sociologique, les différentes difficultés qu'on a pu voir et aussi les solutions qu'on a mis en place au fur et à mesure là-dessus. Et surtout, je vais insister sur un dernier point qui est l'importance de développer des approches complémentaires pour saisir cette parole, parce que, comme vous allez le voir, notamment pour ces enfants qui sont atteints de maladies très graves, et dans notre cas, une espérance de vie qui est directement remise en jeu, il y a une difficulté à travers des méthodologies, on va dire, classiques, telles que l'entretien, en sociologie en tout cas, de pouvoir saisir cette parole. Et donc, vous allez voir comment on a tenté de reconstituer ces formes d'expertise de soins que développent ces enfants. Alors, donc tout d'abord, médecine génomique et parole des enfants malades. Alors, l'oncologie pédiatrique, pour vous donner quelques chiffres, en France, ça représente 2500 cas par an de diagnostic de cancer de l'enfant. Ce qu'il faut comprendre que la notion de cancer pédiatrique est assez large, bien sûr, elle va de la naissance, mais elle peut aller jusqu'à ce qu'on appelle les adolescents et jeunes adultes, donc souvent jusqu'à 25 ans. Donc il y a une porosité, on n'est pas forcément sur une limite à 18 ans. En termes de comparaison, peut-être pour que vous voyez un peu ce que ça représente par rapport au cancer de l'adulte, on estime en France qu'il y a 450 000 nouveaux cas de cancer par an. Donc, vous voyez, on est vraiment sur un chiffre très faible. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette pathologie a connu une révolution entre les années 60 et le début du XXe siècle, où on est passé de 80% de décès à environ 20% de décès, ce qui, dans le cas français, représente à peu près 500 décès par an. Néanmoins, cela constitue la première cause de mortalité par maladie pour les enfants. L'autre point à considérer, toujours dans ce propos préliminaire, c'est que quand on parle de cancer pédiatrique, en fait, cela recouvre une variété très importante de cancers. Donc, on a 60 types de cancers différents et donc tous ces cancers sont considérés comme des cancers rares, voire avec des cancers qu'on pourrait dire ultra rares, avec moins d'un cas par an.
Donc, bien entendu, on a une variabilité très forte, par exemple, sur l'espérance de vie liée à ces cancers. Certains se soignent très bien, d'autres, malheureusement, engagent directement le pronostic vital des patients qui sont malades. Et on a aussi des approches thérapeutiques qui sont très différentes d'un patient à l'autre. Certains peuvent bénéficier de la chirurgie, de chimiothérapie. Voilà. Donc ça, il y a une variété aussi dans les modalités de prise en charge et donc des contraintes qui vont peser sur ces enfants. Le deuxième élément un peu de cadrage et de contextualisation, c'est le développement de ce que l'on appelle la médecine génomique. Donc, je reviendrai. Donc, l'idée de la médecine génomique, c'est qu'on va réaliser un test génomique pour permettre l'orientation des traitements. Alors, je suis désolé, et après les propos techniques s'arrêteront. Je tiens néanmoins à faire une petite précision, c'est que le développement de cette médecine génomique suit, on va dire, deux branches. D'un côté, la génomique qu'on appelle constitutionnelle, c'est-à-dire celle qu'on a tous dans nos gènes et dont nos enfants vont hériter. Et donc ça, c'est ce que vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est là où on va trouver des risques ou des prédispositions, par exemple, à avoir des cancers. Et de l'autre, qu'on appelle la génétique qui est somatique, c'est-à-dire ce sont les altérations génomiques qui sont propres à la tumeur. Et dans ce cas-là, ça permet d'orienter les traitements. Vous allez voir que ces deux aspects sont aussi importants dans les enjeux méthodologiques que l'on va couvrir. Donc, cette approche médicale est relativement récente et elle s'est développée dans le contexte français et européen à travers deux essais cliniques que sont les essais MAPIAC et ISMART. Alors, simplement pour vous expliquer comment fonctionnent ces essais, vous avez donc un enfant qui va être inclus dans cet essai qui s'appelle MAPIAC, et cet essai va permettre d'établir la carte d'identité de la tumeur de l'enfant. Et à partir des informations obtenues de ce génome, on va orienter ces enfants vers des traitements qu'on va appeler ciblés parce qu'ils vont être ciblés sur une partie des informations du génome qu'on aura obtenues de l'enfant. Et donc, nous, notre projet de recherche, c'est vraiment intéressé à comprendre ce processus et les conséquences que ce processus avait sur les trajectoires d'enfants et de familles. Et ça aussi, ça sera un point important d'un point de vue méthodologique. Alors oui, simplement, avant de passer, ici, j'ai mis eSmart, qui était le principal essai où des traitements ciblés étaient disponibles, mais il y a aussi d'autres essais qui existent. Et on a des programmes similaires qui existent en Amérique du Nord avec des programmes conjoints entre le Canada et les États-Unis. Alors, enfants et médecine génomique, quels sont les enjeux? Ils sont relativement importants, notamment parce que le développement de cette médecine génomique tend à transformer la parole des enfants malades et surtout leur portée. Alors, cette transformation, elle a lieu à plusieurs niveaux. Tout d'abord, comme vous allez le voir, c'est que cette approche est souvent, en tout cas, et pour l'instant, disponible pour des enfants qui sont atteints de cancer en rechute, c'est-à-dire que les traitements initiaux n'ont pas fonctionné. Et donc, on va créer une opportunité thérapeutique à un moment souvent très difficile de l'histoire de la maladie de ces enfants et des familles, où l'ensemble des traitements conventionnels ont été épuisés, en tout cas ne fonctionnent plus. Et donc, c'est un moment où souvent on considère que la maladie ne pourra pas être guérie, et donc le pronostic de l'enfant est engagé. Sauf qu'en réintroduisant ces technologies à ce moment-là de la maladie, ça va réouvrir forcément les espoirs des familles et des enfants. Et donc, ça va complexifier les enjeux de fin de vie et les enjeux de compréhension aussi du moment dans lequel les enfants se trouvent à cette étape de leurs soins. Et ça va aussi potentiellement créer un écart entre la parole des adultes, notamment la parole des parents, et la parole de l'enfant malade qui, des fois, peut avoir pris conscience aussi de la gravité de la situation, alors que parfois les parents peuvent être dans un espoir très important, malgré les chances très faibles en fait, que ces essais réussissent.
La deuxième transformation de cette portée de la parole de l'enfant malade, c'est que ces analyses génomiques vont avoir des conséquences qui peuvent dépasser les soins immédiats du cancer. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut trouver des informations génétiques qui ont trait uniquement à la tumeur de l'enfant, mais on peut aussi trouver ces fameuses mutations constitutionnelles qui donnent des surrisques de maladies et qui peuvent être aussi des surrisques de maladies génétiques autres que le cancer. Et donc, on voit que l'implication et la participation de ces enfants à ces démarches de génomique peut impacter directement la fratrie, la famille, et voir si certains enfants survivaient à leur maladie, leur descendance. Et donc, on se retrouve en fait avec un moment où le choix qu'on fait peser sur ces enfants malades, alors bien sûr, je reviendrai sur ces cadres légaux, en fait, ce sont leurs parents qui décident également de participer à ces démarches, mais à une portée qui les dépasse largement, alors même que des fois, ils peuvent être dans des situations de ne pas pouvoir réellement donner leur avis sur la situation. Donc là, on a vraiment une transformation de la profondeur de cette parole et des implications qu'elle peut avoir. Et tout ça est associé à une tension très forte avec un danger de technicité assez importante. Alors, je ne sais pas si vous l'avez saisi dans mes propos, mais mes propos sont largement simplifiés. Alors, je ne sais pas s'il y a des professionnels de santé ici, mais je caricature quasiment les enjeux méthodologiques et médicaux de cette médecine génomique. Et donc, il y a une réelle difficulté pour les parents, mais aussi pour les enfants, à saisir la nature en fait, de ces tests génomiques. Cette difficulté, elle est tellement importante que dans les familles qu'on a rencontrées, généralement, quand ils avaient eu que le profilage génomique, c'est-à-dire que on avait juste prélevé un petit bout de leur tumeur, enfin prélevé un petit bout de tumeur de leur enfant et qu'on avait réalisé le test génomique, souvent, ils n'avaient pas perçu ça comme étant un élément important, ils pouvaient ne pas s'en rappeler. Et l'enjeu de cette médecine génomique prenait toute sa place au moment où un traitement, par contre, pouvait être donné. Et ça, c'est un autre point aussi important, c'est que les enjeux autour de cette transformation de la parole des enfants malades dans ce contexte de médecine génomique est un enjeu pour les sciences sociales, pour les raisons que je viens de vous dire, mais c'est aussi un enjeu très fort pour les professionnels de santé. Et durant notre enquête, on a vu d'une certaine manière des similitudes entre les méthodologies du chercheur en sciences sociales et la manière dont les professionnels de santé tentaient de résoudre aussi ce problème qui peut être à des moments de savoir ce que pensent ces enfants, ce qu'ils vivent réellement ou ce qu'ils souhaitent. Alors, les enfants dans notre dispositif d'enquête, notre enquête portait sur l'accès à ces thérapeutiques innovantes et aux conditions d'accès. Pour cela, on a développé une approche qu'on a dite multisituée, au sens où on documente différents espaces où cet accès en fait, a lieu. Ces différents espaces sont bien entendu, et c'est un élément absolument clé, ce sont les histoires de patients et de leurs familles, mais ce sont aussi les hôpitaux où ont lieu ces essais cliniques, mais aussi plus largement de comprendre comment fonctionne l'organisation du système de santé, parce que là, on était face à des situations où des patients circulent à l'échelle nationale pour accéder à ces essais. Donc, on avait des patients qui pouvaient faire plusieurs centaines de kilomètres. Je sais que à l'échelle du Québec, ce n'est pas beaucoup, mais à l'échelle de la France, c'est vraiment beaucoup. Mais en tout cas, vous pouvez vraiment aller très loin par rapport à leur centre de référence pour être traité dans ces essais. Et le dernier niveau, excusez-moi, le quatrième niveau auquel on s'est intéressé, c'est bien entendu l'organisation de la recherche clinique qui, elle, ne s'organise pas à l'échelle française, mais s'organise bien à l'échelle européenne, voire même internationale, à travers ces essais qui sont dits multicentriques et sont présents partout. Donc, tout ça pour vous dire que, à la fois, comme on peut avoir l'impression dans cette diapositive, c'est que la partie enfant était minoritaire d'une certaine manière dans notre dispositif d'enquête. Et d'ailleurs, ça a été le cas d'un point de vue très objectif en termes de nombre d'entretiens réalisés, parce qu'on a réalisé plus d'une centaine d'entretiens globalement, mais quelques dizaines, enfin une petite dizaine avec des enfants directement. Néanmoins, il nous a paru absolument essentiel de considérer
la place de ces enfants dans ce grand dispositif et de mettre en place une méthodologie d'enquête dédiée. Et donc ça, c'est peut-être un premier message que je souhaitais faire passer dans ce, dans ce séminaire, c'est de dire que je pense qu'il y a deux approches, et on le verra, hein, notre approche a eu plein d'écueils méthodologiques, mais travailler sur les enfants nécessite des méthodes particulières, spécifiques, qui peuvent être déployées dans des protocoles de recherche qui leur sont dédiés, mais aussi qui peuvent être intégrés dans des protocoles de recherche plus larges. Et je pense que c'est un point qui est aussi important de ne pas absolument vouloir séparer des études sur les enfants du monde social plus large dans lequel ils sont intégrés et qui peut des fois aussi les invisibiliser ou ne pas leur donner la parole. Et il me semble que l'intérêt du travail qu'on a mené, c'est d'avoir montré cette tension-là où on a des enfants qui sont malades, mais qui sont des fois, en fait, pas les premiers interlocuteurs du soin. Oui, alors toujours pour revenir un petit peu sur notre méthodologie, rapidement, et sur notre cadre un petit peu aussi théorique qu'on a développé sur cette partie de l'enquête. Donc, on s'est vraiment intéressé à ces expériences individuelles de la maladie, hein, des patients, mais aussi de leur famille, comme liant de ces trajectoires de soins, parce qu'il nous semble que, d'une certaine manière, derrière toutes ces organisations, ces pratiques professionnelles particulières, il y a derrière, à la fin, une histoire de prise en charge des familles. Et donc, notre intérêt, c'était toujours de revenir à ces histoires familiales pour lier ces différents espaces qui sont, eux, fragmentés. Et au niveau des enfants, il y a deux choses qui nous sont parues assez importantes. Tout d'abord, d'essayer de spécifier le travail médical enfantin, c'est-à-dire le travail que les enfants mettent en place dans le contexte médical, et donc d'essayer de montrer leurs particularités, leur complexité. Et le deuxième élément, hein, c'est de parler de ces expériences enfantines de la maladie et des expertises qui sont associées. Et donc là, on s'est inscrit un petit peu dans la lignée des travaux de Strauss qui ont parlé du travail du patient. Hein, et là, il nous paraissait important de montrer que même quand ces patients sont des enfants, aussi petits soient-ils, il y a une forme de travail de patient qui est mise en place. Et il y a une gestion aussi des équipes hospitalières de ce travail de patient. Alors, comment nous avons élaboré notre dispositif d'enquête sur ces parties-là? Alors, tout d'abord, bien sûr, il y a des enjeux éthiques qui sont particuliers aux études sur les enfants, ce qui nous a tout d'abord demandé d'identifier le bon guichet. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est dans un contexte de recherche en milieu hospitalier, ce qui, dans le contexte français, alors je suis désolé, je ne connais pas le contexte québécois précisément pour transposer, mais il me semblait quand même que ça pouvait être intéressant de le partager parce qu'il y a des enjeux éthiques qui, bien sûr, ne sont pas propres aux institutions de chaque pays. Dans ce contexte hospitalier, il y a parfois une difficulté à saisir si les projets de recherche qui sont menés sont des projets en France qu'on dit sur la personne humaine et donc, d'une certaine manière, sont sous le même coupe que les essais cliniques, ou au contraire, ce sont des recherches en sciences humaines et sociales qui ont cette fois-ci un cadre réglementaire différent et plus simple. Et donc, nous, on a vraiment cherché à affirmer la dimension de sciences humaines et sociales dans notre projet de recherche. Mais c'était un travail à part entière, et pour vous dire comment on a réussi à faire ça, on l'a fait en se faisant rejeter en fait des guichets qui traitaient des essais cliniques et qui nous ont bien dit qu'on n'avait pas à passer par ces guichets-là et qu'il fallait qu'on passe par les autres guichets. Mais ce qui permettait d'éviter que les autres guichets nous disent qu'en fait, on était des recherches sur l'homme et donc on devait passer par ces instances de comité de protection des personnes. S'il y a des personnes qui connaissent un petit peu, mais je pourrais en dire quelques mots s'il y a des questions. Donc ça, c'est un premier point. Et l'autre point que je voulais souligner, c'est qu'il n'y a pas eu d'évaluation spécifique pour cette partie de l'enquête et que, d'une certaine manière, ça fait partie des choses qui peuvent se faire. On peut ajouter des volets de recherche sur l'enfant dans un protocole de recherche plus large. Ça fonctionne, c'est possible et ça ne demande pas forcément un travail extensif beaucoup plus intéressant. Et donc, par là, je pense qu'il faut que
voilà, ces recherches en sciences humaines et sociales pensent à inclure plus souvent les enfants, notamment dans le domaine de la santé. Néanmoins, on a dû mettre en place un certain nombre d'adaptations méthodologiques sur notre procédure d'enquête. Bien sûr, adaptation que l'on a fait apparaître dans nos dépôts éthiques que l'on a fait. La première adaptation, c'était simplement dans la procédure de prise de contact avec les patients. Parce que dans le cas des enfants, on devait passer d'abord par les parents. Donc, notre procédure de prise de contact, elle était en 2 temps au final. D'abord, nous prenions contact avec les équipes de chaque centre dans lequel nous avons travaillé et nous demandions en fait souvent soit des médecins, soit des assistants de recherche de nous indiquer quand un patient était inclus dans l'essai MAPIAC et pour qu'ensuite on puisse contacter cette famille et lui proposer de participer à notre essai et de prendre un rendez-vous pour discuter avec elle. Et dans ce cadre-là, on proposait que l'entretien puisse être réalisé soit avec l'enfant seul, soit en présence des parents, et dans le cas où l'enfant ne pouvait pas participer à l'entretien, de faire l'entretien qu'avec les parents. Donc forcément, on n'a pas voulu dans cette enquête se limiter uniquement aux enfants, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux. Déjà, il y avait des enfants très petits hein, qu'on a vus avec des nourrissons à certains moments. Donc là, bien entendu, il n'est pas possible de réaliser des enquêtes par entretien avec eux. Mais donc, on avait ce filtre des parents, hein, ce qui est aussi un biais d'une certaine manière, et on le verra parce que il est difficile pour nous de savoir à quel point ces parents ont sélectionné, ont limité la possibilité que certains enfants puissent répondre à nos questions directement. Et en même temps, certains parents, des fois, nous ont renvoyé directement sur leurs enfants pour réaliser les entretiens, sans pour autant que ça aboutisse, parce qu'il y a eu d'autres difficultés à prendre en compte sur lesquelles je reviendrai. On a dû aussi adapter les notes d'information. Donc, dans ce cas-là, nous avions des notes d'information pour expliquer l'objectif de notre recherche. C'est des enjeux aussi éthiques hein, qui étaient associés. Donc, nous avons réalisé 3 notes d'information distinctes, en fait 4 notes d'information distinctes, excusez-moi. Une première, bien sûr, pour les représentants légaux, une deuxième pour les enfants majeurs, donc d'une certaine manière, c'était le même statut que pour les représentants légaux, et ensuite 2 notes qui en fait étaient des notes d'information simplifiées pour les enfants mineurs. Une qu'on a fait jusqu'à de 15 à 18 ans, qui ressemblait quasiment à la note qu'on avait prévue pour les personnes adultes. Simplement, elle rendait compte que cette note était soumise à l'acceptation des parents. Et ensuite, une note simplifiée à partir de 11 ans. On avait également fait une note pour les plus petits. Néanmoins, cette note, nous ne l'avons jamais utilisée parce qu'à aucun moment, ces petits-enfants ont souhaité qu'on leur lise. Hein. C'était une note qu'on allait lire, bien sûr, pour ces enfants, mais ça n'a pas, voilà, ça ne s'est pas présenté. L'autre réflexion qu'on a eue, et là, c'est là une des limites, hein, c'est qu'on avait aussi envisagé à un moment donné de pouvoir adapter ces notes d'information sous un format graphique, hein, une petite BD qui permette d'être plus adaptée aux petits-enfants pour qu'ils comprennent quand même un petit peu les enjeux, qui nous étions. Hein, aussi, c'était un point important parce qu'on intervenait souvent dans un contexte médical et donc il pouvait avoir une méprise un peu sur notre position, même si on expliquait qu'on n'était pas des médecins. Néanmoins, on restait des adultes qui venions parler à leurs parents à certains moments, ce qui peut créer de la confusion. On a fait un travail équivalent sur notre grille d'entretien. Sur notre grille d'entretien, on a décliné également en fonction des catégories d'âge. On a bien entendu adapté le ton des questions. Alors, ce sont des entretiens semi-directifs, donc on a plutôt des thématiques. Néanmoins, on a essayé, pour ces grilles d'entretien sur les enfants, de vraiment travailler le ton des questions en amont, de vraiment se poser la question de comment on parlerait à ces enfants, parce que voilà, on s'attendait que ce soit des sujets difficiles. On a aussi revu l'ordre des questions pour ces enfants, pour parler aussi
plus de leur quotidien directement, pas arriver tout de suite sur des questions médicales, parler de leur école, parler de comment ça se passait avec leurs frères et sœurs. Donc voilà, un petit peu de changer la manière dont on abordait ces entretiens et bien entendu la nature des questions qui étaient posées. Alors c'était aussi vrai pour les parents, mais ils pouvaient avoir des questions sur les traitements, sur les risques aussi, hein, sur leur vie directement. Et donc là, bien sûr, il s'agissait d'être très prudent dans la manière d'apporter ces différentes questions. Nous avions aussi la chance d'avoir souvent un petit briefing initial par le corps médical avant de réaliser ces entretiens, ce qui permettait aussi de savoir à quel moment un peu de la prise en charge ces enfants étaient. Est-ce qu'on venait de leur annoncer une mauvaise nouvelle? Qu'est-ce qu'ils avaient compris exactement de leur situation? Est-ce qu'il y avait des situations conflictuelles avec le corps médical ou avec les parents, hein? Donc voilà, on avait un petit peu cet aperçu-là en amont de l'entretien, ce qui nous permettait d'adapter un petit peu nos pratiques. Dernier point, excusez-moi, avant de rentrer dans l'enquête en pratique. L'autre chose qu'on a adapté aussi, c'est que on était plusieurs à réaliser cette enquête. Et pour cette partie d'enquête sur les enfants, nous avons décidé que seules 2 personnes, donc Solène Karoff et moi-même, allions réaliser ces entretiens auprès d'enfants parce qu'il nous semblait qu'il fallait qu'on ait pas une formation, mais une forme de spécialisation et vraiment un apprentissage aussi de la manière dont ces entretiens s'étaient passés au fur et à mesure, et vous le verrez après sur l'enquête en pratique, pour qu'on puisse d'une certaine manière s'adapter à ces situations compliquées et parfois émotionnellement assez compliquées. Donc l'enquête en pratique, donc on a réalisé un ensemble d'entretiens semi-directifs. On a rencontré un certain nombre de difficultés sur lesquelles je voudrais revenir. La première a été dans la difficulté à rencontrer les enfants, comme je vous l'ai dit, avec cette barrière des parents, mais aussi d'autres difficultés qui pouvaient être des difficultés, notamment avec les adolescents et les jeunes adultes, à prendre un rendez-vous, hein, à s'imposer dans leur agenda en dehors du temps médical. Et donc, on a eu certains cas où on a pris de multiples rendez-vous qui ont été annulés au dernier moment. Donc ça, c'était quelque chose qui est à prendre en compte, surtout que nous, on était dans une enquête multicentrique à l'échelle nationale. Donc, on se déplaçait systématiquement pour faire ces entretiens en présentiel. Donc forcément, ça demandait une petite logistique le jour où on avait un entretien prévu. Donc ça, c'était un travail qui a été assez important, de vérifier aussi, de vérifier une deuxième fois auprès des équipes médicales que l'enfant avait bien prévu, par exemple, de venir à l'hôpital ce jour-là, si il nous avait donné rendez-vous, pour s'assurer que le rendez-vous pourrait avoir lieu. Et on a eu quand même plusieurs fois des cas où on a eu des rendez-vous annulés au dernier moment, où on n'a pas été prévenu. Bien entendu, on s'était donné des limites aussi en termes de relance, hein, parce qu'il nous semblait qu'on pouvait relancer une fois ces enfants pour ces entretiens, mais qu'au-delà d'une fois, voilà, c'était peut-être une façon de marquer leur volonté de ne pas participer, même s'ils avaient dit oui en amont. La deuxième difficulté, ce n'est pas vraiment à les rencontrer, parce que là, cette école, on était avec ces enfants, c'était de susciter leur intérêt. Et donc, et on a eu un certain nombre de situations où les enfants portaient peu d'intérêt en fait, à nos questions de recherche, voire même présentaient, enfin, du moins en apparence, montraient un certain désintérêt sur leur histoire de maladie, sur leur histoire médicale. Et donc, il y avait une réelle difficulté à entamer une discussion sur ces aspects-là, et notamment lorsque les patients et les parents étaient présents, et donc prenaient très vite le relais en fait pour répondre à la place des enfants. Donc on voit que là, des fois, il y avait un décalage dans les intérêts et le rythme aussi dans la manière de mener les entretiens lorsqu'ils étaient menés de manière conjointe avec les parents. Ce qui nous amène à une difficulté sur laquelle nous avons peu de prise, hein, que j'ai évoquée tout à l'heure, mais qui a eu de manière très, très, très marquée, hein, une forte sélection sociale, hein, des enfants qu'on a rencontrés et des jeunes adultes, à la fois, enfin donc sociale sur leur niveau de compréhension, et la plupart des adolescents qu'on a rencontrés seuls avaient souvent un niveau de compréhension très important, étaient issus de classes sociales aisées, donc ça. Voilà, il y a un biais très clair à ce niveau-là. Aussi un biais biologique, bien entendu, hein, on n'a pas vu d'enfants jeunes seuls. On les a vus systématiquement avec leurs parents. Et bien entendu, lié à l'état de santé, certains enfants
pouvaient être très fatigués parce que pendant leur cure de chimiothérapie, donc n'étaient pas aptes ou ne souhaitaient pas prendre part à l'entretien que l'on réalisait. Donc, tout ça nous a amené aussi à devoir gérer ces enfants durant les entretiens, les gérer aussi au sens positif, au sens pour permettre que la situation d'entretien se maintienne et donc qu'ils puissent aussi à des moments participer, parce qu'on avait pris le parti pris avec ma collègue à des moments les solliciter, à des moments les amener à confirmer ce que pouvaient dire leurs parents, en tout cas à essayer de les ramener un petit peu dans la situation d'entretien, même lorsqu'ils se mettaient en retrait. Donc, bien sûr, on a dû trouver un ensemble de solutions pour gérer cet ennui, que ça soit de prêter, c'est des choses très concrètes, mais de prêter notre téléphone pour que l'enfant puisse regarder un dessin animé. On avait aussi fait une petite pochette avec des crayons de couleur pour les plus petits pour avoir quelques outils à disposition qui permettent de gérer ces enfants et de les maintenir aussi dans le lieu, dans la salle d'entretien, et pour éviter des phénomènes de sortie de l'enfant qui sont arrivés plusieurs fois, où soit un des parents, par exemple, est sorti avec l'enfant, ou voire même l'entretien après a bénéficié de l'arrivée d'un personnel médical qui s'est occupé de l'enfant pendant que nous, on parlait. Et donc là, c'était des situations où forcément, il n'était plus possible du tout d'interagir avec l'enfant. Donc, tout ça pour dire que même lorsque l'enfant est présent et refuse ou ne souhaite pas parler, il y a eu des possibilités de saisir leur parole de manière incidente grâce à ce maintien dans l'interaction de l'entretien. Bon, j'ai déjà un petit peu évoqué ces éléments-là. C'était simplement pour vous montrer un peu la diversité des situations qu'on a rencontrées, les limites cognitives que j'ai évoquées tout à l'heure, la fatigue aussi, le mutisme. On a rencontré d'enfants qui refusaient de nous parler de manière très forte, le désintérêt, mais aussi des situations de pleurs, de crise, avec des petits-enfants qui n'étaient pas contents et aussi mettaient en tension leurs parents. Voilà, ça restait des situations qui, des fois, étaient très chargées émotionnellement pour les parents au moment de la réalisation de ces entretiens. Voilà. Et aussi un contrôle de la parole assez important entre parents et enfants. Et comme je vous l'ai dit, c'est ce travail qu'on a essayé de mettre en place, de distribuer la parole à un moment aux enfants. Le temps. Alors, ce qu'on a retenu de notre travail, c'est que la parole de ces enfants malades, elle était ce qu'on a appelé fragmentée. Fragmentée dans différents espaces, fragmentée aussi exprimée différemment selon les lieux et les personnes qui rencontraient ces enfants. Et ça, je vais faire un tout petit détour pour quitter notre dispositif d'enquête et vous parler un petit peu des soins de l'enfant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu observer que les équipes médicales mettaient en place aussi des stratégies de captation de cette parole des enfants fragmentés. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que il est arrivé à plusieurs reprises que l'on assiste à des discussions entre les équipes médicales qui mettaient en place des stratégies pour essayer de savoir, par exemple, si un enfant souhaitait réellement participer à un essai clinique ou est-ce que ce n'était pas ses parents qui étaient très motivés et l'enfant, lui, ne souhaitait pas. Et donc, par exemple, en rappelant une ancienne infirmière que l'enfant aimait bien pour essayer d'aller lui poser des questions, pour essayer de mettre l'enfant dans des situations un peu différentes pour qu'il puisse s'exprimer. Et donc, on voit que les équipes médicales essayent constamment, d'une certaine manière, de reconstituer cette parole, mais aussi des fois pour la remettre en cause. Et on a eu aussi des situations, des enfants, par exemple, qui exprimaient des douleurs et donc souhaitaient avoir des médicaments pour calmer ces douleurs, et donc des équipes médicales qui des fois doutaient de la réalité en fait de ces douleurs et donc tentaient par des moyens détournés de savoir si ces parents en fait, ces enfants avaient vraiment des douleurs, essayer de constater dans des situations en pratique d'une certaine manière, par exemple au moment où ils devaient se déplacer, au moment où ils étaient avec d'autres personnes, si ils avaient l'air d'être autant en souffrance. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette fragmentation, on la retrouve aussi pour la recherche en sciences humaines et sociales, où l'enfant ne va pas forcément, au moment de l'entretien, exprimer en fait ce qu'il a à exprimer. Et on s'est retrouvé
à de nombreuses reprises avec des enfants qui s'exprimaient à demi-mot, au sens premier du terme, qui marmonnaient un petit peu une réponse, disaient un petit oui. Mais en tout cas, on avait du mal à les faire élaborer, hein, bien entendu, sur les éléments de leur vie. Et donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment important et qui était aussi, comme je vous l'ai dit, organisé d'une certaine manière déjà par la présence des parents. Et donc, on a pu relever dans un certain nombre d'entretiens des parents qui coupent les enfants et qui viennent les corriger dans ce qu'ils disent de leur expérience de la maladie, mais aussi des situations où cette mise à l'écart était même organisée par le monde médical. Et nous avons eu des situations où on observait des consultations entre d'enfants. Et la consultation était faite en binôme avec deux médecins. Et pendant que le médecin présente et parle de la situation de la maladie de l'enfant, l'enfant, lui, était examiné dans une autre pièce. Et donc, on a une mise à distance concrète entre, d'un côté, l'enfant et le discours sur sa maladie. On a eu aussi d'autres situations où, au moment où il faut discuter un petit peu des suites des traitements, l'enfant, on lui permet de sortir de la consultation pour aller dans l'espace de jeu du service. Et donc, une fois de plus, on a une rupture là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces moments aussi montrent les écarts qu'il peut y avoir entre les attentes des enfants, malgré leur maladie très grave, et le monde des adultes. Et ça, il nous a semblé que c'était un point assez intéressant parce que à certains moments, on voyait des enfants qui avaient envie de parler au médecin, mais pour raconter l'école où ils sont allés, le petit frère, les derniers jeux qu'ils ont achetés. Et cet écart, bien sûr, les médecins le prennent en compte, mais à des moments, rentrent aussi en tension avec l'organisation médicale, avec la nécessité de parler de certaines choses difficiles. Et donc, il nous semblait que ça montrait aussi que l'expérience des enfants aussi est parfois tue. Et c'est d'une certaine manière ça qui rend difficile aussi pour le chercheur en sciences sociales, notamment par cette association au monde médical qui avait lieu dans nos dispositifs d'enquête, de reconstituer cette parole. Et ça, c'est vraiment, je pense, une difficulté importante du fait qu'on était collé dans la sphère hospitalière et qu'on interrogeait ces enfants dans ce contexte-là. Mais malheureusement, il était très difficile. On a essayé de l'envisager, de voir ces familles à un autre moment. Et là, on revient sur des enjeux éthiques. Pour nous, il nous a semblé peu éthique d'imposer en fait à nouveau des temps à ces parents où on allait revenir sur la maladie de leur enfant, d'imposer ça aussi à ces enfants, alors que déjà, une part très importante de leur vie est accaparée par cette maladie. Et donc, d'une certaine manière, on a pu, nous aussi, recomposer cette parole en observant ces différents espaces et aussi les différents professionnels de santé qui intervenaient. Et donc, on a eu la possibilité, en fait, de suivre certaines histoires d'enfants où on a pu interroger différents professionnels de santé sur les raisons et les enjeux de la participation de cet enfant à ces essais cliniques, rencontrer la mère de cet enfant notamment et l'enfant lui-même dans la chambre, mais aussi le revoir en consultation par la suite. Et donc, ça a vraiment permis, dans ce cas, notamment, de voir comment un décalage très fort existait entre la vision des parents qui avaient une vision qu'il fallait se battre pour la maladie de leur enfant, qu'il fallait tout faire, tout mettre en œuvre et que l'enfant, d'une certaine manière, était partant dans cette démarche. Et un enfant qui, bien sûr, quand il a été avec les parents durant l'entretien, était relativement d'accord avec cette approche. Mais par contre, on a pu voir que durant les consultations, mais aussi lorsqu'on a évoqué cette question avec d'autres professionnels de santé, en fait, il était dans une position de refus en fait, et de difficulté très fort à rentrer dans cette démarche de recherche qui, dans son cas, nécessitait qu'il avale un médicament et il n'arrivait pas à le faire, ce qui en fait le mettait dans une situation de tension extrême, avec une pression très importante sur lui. Et donc, il nous a paru vraiment important aussi de saisir cette parole à travers des espaces différents et des fois des espaces où on la saisissait de manière indirecte
afin de recomposer cette parole qui, des fois, pouvait paraître très faible, en fait, uniquement dans les entretiens. Ça m'amène un peu à mon dernier point, je pense que je serai à peu près dans les temps, c'est que ce travail des enfants malades et ce travail d'enquête qu'on a mené passe aussi par l'observation de ces corps d'enfants malades, de la manière dont ils se comportent au sein de l'hôpital, avec leur famille, la manière dont ils expriment leur douleur, la manière dont ils se mettent en retrait, mais aussi la manière dont ils adoptent des positions de déviance par rapport à l'institution médicale. Et il semble que là, dans le cas d'enfants qui sont quand même… les médecins, clairement, nous disaient que les enfants ne refusent jamais les soins, en fait, quand les parents décident, mais pouvaient refuser les soins de manière plus, on va dire, moins frontale. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire qu'ils ne veulent pas les soins, mais ne vont pas prendre les médicaments, vont aussi se créer un stress émotionnel très important. Et il nous semble que d'une certaine manière, collecter ces formes de déviance médicale au sens de rupture avec la norme de soins édictée par les professionnels de santé, mais aussi par les parents, est important pour saisir ces expériences enfantines de la maladie, et que ça fait partie d'une certaine manière de la méthodologie d'enquête d'aller voir les différents endroits où cette déviance peut s'exprimer et aussi être mise en avant. Alors, pour conclure rapidement, je vais reprendre ce que j'ai dit. Tout d'abord, il me semble qu'il est absolument important de considérer les expertises enfantines du soin et ses reconfigurations, notamment à l'ère de la génomique. Et il me semble que la maladie grave ne doit pas être un frein, en fait, à l'étude de ces paroles d'enfants malades, même si elles sont difficiles, fragmentées et parfois assez ténue au final dans le dispositif d'enquête, mais il me semble qu'il y a un vrai enjeu à avoir des volets, en tout cas sur ces parties propres aux enfants et pas uniquement à leur famille. Le message aussi que j'ai essayé de faire passer, c'est qu'il est possible d'inclure dans ce type d'enquête des méthodologies, des enquêtes auprès des enfants dans des méthodologies plus larges, que c'est faisable. On a réussi à mener cette enquête avec les biais que j'ai essayé de relever, mais ça a été possible. Et d'ailleurs, ça nous permet maintenant d'envisager potentiellement d'enquêtes plus spécifiques avec des volets entiers dédiés en fait à ces enfants malades. Donc, c'est aussi une étape qui me semble nécessaire pour aller plus loin dans les investigations, dans notre cas sociologique. Bien entendu, vous avez vu qu'il y a une nécessité d'avoir une vraie réflexion en termes d'adaptation des protocoles de recherche. Il était bien entendu en aucun cas possible de copier-coller notre dispositif d'enquête sur les familles aux enfants. Et donc, tout ça nous a amené à considérer ces différents espaces où la parole de ces enfants malades était distribuée dans le soin. Voilà, je vous remercie.